Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine de l'heure du crime, une nouvelle édition avec évidemment Justine Vignot et Laure Broulard qui m'aident à préparer ces dossiers tous les jours. C'est André Facetta qui est manette technique de notre émission. Et à la une, c'est cette affaire mystérieuse, ces 10 assassinats ou enlèvements ou disparitions d'enfants entre 5 et 16 ans qui sont déroulés entre 1983 et 1996 dans la grande région de Grenoble, on va dire. Ce dossier, tout le monde le connaît parce que la presse l'a appelé les disparus de l'Isère, et nous en avons d'ailleurs à plusieurs reprises parlé, notamment avec maître Didier Seban, qui est l'avocat de 5 des 10 familles concernées par ces affaires. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que on s'est vu lors de nombreuses émissions ici au micro de l'heure du crime sur RTL, parce que on faisait le point sur les enquêtes, on pensait que peut-être enfin ça allait avancer, ça allait reprendre, parce que la justice avait pris sous votre impulsion, il faut dire, on y reviendra tout à l'heure, vous et les familles que vous représentez, la justice avait accepté de regrouper certains dossiers de façon à ce que finalement ces affaires ne soient pas géographiquement séparées avec toutes les complications administratives qu'on imagine. Et puis là, le 6 novembre dernier, donc c'est tout récent, la justice vient de décider de clore deux de ces dossiers, c'est-à-dire de prononcer un non-lieu dans la disparition de Ludovic Janvier, c'était il y a 31 ans, c'était en 1983, et dans la disparition de Charazed Bendouyou, une petite fille de 10 ans, Ludovic en avait 6, une petite fille de 10 ans qui en 1987 a disparu dans des circonstances qu'on va rappeler également ensemble, au pied de son immeuble après avoir descendu les poubelles. Ludovic Janvier était parti avec ses 2 frères pour acheter des cigarettes pour leur père. Bon, et on n'a jamais eu aucune trace de ces 2 enfants et de nombreuses autres affaires évidemment qu'on va évoquer tout à l'heure. Ce que je voudrais, avant de vous donner la parole, d'abord dire à ceux qui nous écoutent que, bien sûr, et ils le comprennent comme nous le comprenons tous, les familles de ces enfants disparus ou assassinés ne peuvent pas accepter une décision comme celle-là, parce que c'est un espoir qui tombe. Maintenant, quelqu'un a dit au cours d'une conférence de presse, je crois, en présentant ces 2 non-lieux, en annonçant ces 2 non-lieux, oui, mais il faut savoir tourner la page, même si c'est douloureux dans des affaires aussi anciennes. Le problème, c'est que il y a d'autres affaires aussi anciennes qui sont reparties parce que la police scientifique fait des progrès, parce que il y a des pistes qui n'ont pas été explorées à l'époque, parce que on peut ressortir des pièces à conviction qui n'ont pas été analysées comme il le fallait à l'époque, ou simplement parce que la science ne permettait pas de les faire parler. Voilà donc l'état des choses, et on va commencer, avant de vous rappeler toutes ces affaires, on va commencer par entendre les représentants de ces 2 familles, et d'abord Jérôme Janvier. Jérôme Janvier ne supporte pas, c'est le frère aîné. Il était avec son petit frère, il va nous le raconter tout à l'heure plus longuement, le jour où ils sont allés acheter des cigarettes pour leur père, puis ils ont rencontré un homme qui leur a dit: cherche mon chien, il faut m'aider, les enfants, etc. Il est parti d'un côté avec son petit frère, et Ludovic est resté avec cet inconnu, et on ne l'a jamais retrouvé. Alors écoutez la réaction de Jérôme Janvier à ce non-lieu annoncé par la justice. Il est au micro de Laure Broulard pour l'heure du crime. Je le vis très très mal parce que on nous a pas averti qu'on refermait le dossier. C'est notre avocat qui nous a prévenu comme ça, quoi, parce qu'on n'a eu aucun courrier, rien du tout. Ils sont en train d'arrêter les affaires de l'Isère, mais on abandonnera jamais. S'il faut faire des choses pour se faire entendre, on fera les choses pour se faire entendre. C'est inadmissible. Qu'on se mette un peu à la place des familles. On se dit que ça va bouger. C'est obligé que le soir où c'est arrivé, il y avait quand même il a été aperçu. Il y a eu plein de choses. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je suis certain qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans, il y a des gens qui peuvent parler, qui ont peut-être peur de parler, mais qui
je suis certain qu'on peut avancer. Certain qu'on peut avancer. Bonjour, Férouz Bendouyou. Bonjour, monsieur Pradel, bonjour. Bon, merci vous allez nous donner votre sentiment. Vous êtes la sœur de Sharazed, une des sœurs de Sharazed. Vous êtes présidente de l'association que vous avez fondée. N'oubliez pas Sharazed. Elle a été enlevée le mercredi 8 juillet 1987, donc à Bourgoin-Jallieu, 27 ans. On reviendra tout à l'heure très longuement ensemble à la fois sur ce qui s'est passé, sur l'enquête et sur ce qui devrait, à votre avis, être à nouveau creusé comme nouvelle piste par les enquêteurs, mais d'abord votre réaction. Alors, Maître, bonjour, merci pour tout ce que vous faites, je le dis jamais assez, je continuerai. Je rejoins les propos de Jérôme Janvier qui, à mon sens, s'est très bien exprimé. À ce jour, oui, nous, les familles et moi-même, en fait, on est très meurtris, indignés, et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je rajouterais humiliés, surtout et toujours. On est en colère face aux non-lieux qui ont été prononcés par les juges d'instruction, qui, à ce jour, ne nous ont jamais reçus, ne nous ont jamais répondu. Je pense que ces personnes ont manqué l'occasion de se taire, en fait. Oui. Il y a manifestement, à travers des effets d'annonce répétitifs, une violente volonté de garder en rétention la vérité sur ces drames. Oui. Pour quelle raison, j'en sais rien. En tout cas, seules les autorités et la ministre de la Justice peuvent apporter une réponse. Et ce jour, j'aimerais vraiment que quelqu'un se manifeste, parce que ça commence à être sérieusement de plus en plus difficile à vivre. Chaque effet d'annonce que l'on peut recevoir, c'est une répétition. On recommence, on refait. Et je vous assure, le travail qui est mené par Maître Seban et Maître Herman, il est colossal. Et je suis vraiment très en colère parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites, il y a énormément de choses qui n'ont pas été vérifiées et il y a de quoi faire. Ouais, alors on va revenir sur tout cela ensemble tout à l'heure. Juste une question très brève, une réponse très brève. Vous avez été averti comment de ce non-lieu? Par mes avocats. Pardon? Par mes avocats. Qui plus est, en plus, à ce moment-là, en fait, on était en train de faire un petit reportage avec une journaliste qui s'appelle... Oh, j'ai oublié. Enfin, peu importe, oui. Non, c'est important. Oui. Mais vous le retrouverez tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, si vous le voulez. On va vous retrouver. Si vous avez un téléphone fixe, ça serait bien qu'on puisse vous joindre sur une meilleure ligne, parce qu'on a des petits soucis avec la qualité de la ligne. Donc, mais Justine Vignot vous reprend tout de suite, ne raccrochez pas. On fait une pause dans l'émission et on se retrouve avec Maître Seban dans un tout petit instant. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Les disparus de l'Isère, échec, et Matt, c'est la décision récente de clore deux dossiers, celui de Ludovic Janvier, celui de Sharazed Bendouyou a été très mal ressenti évidemment par les familles. On entendait Férouz Bendouyou il y a un instant, on la retrouvera tout à l'heure. On a entendu Ludovic Janvier, Jérôme Janvier, pardon, le frère aîné de Ludovic. On va le réentendre tout à l'heure parce qu'il est revenu avec Laure Broulard au cours d'une longue conversation sur les circonstances dans lesquelles son frère a disparu, puisqu'il a été quasiment enlevé sous ses yeux, que depuis il a avec lui une immense culpabilité et que vraiment il espère beaucoup de cette enquête. Il est persuadé, il le disait tout à l'heure, que ça peut encore avancer, que la vérité peut survenir. On entendra également Virginie Janvier, c'est la sœur donc de Jérôme et de Ludovic. Elle n'était pas là le jour de l'enlèvement, mais elle nous expliquera comment elle a pu vivre de son côté ces années et ces années d'incertitude concernant l'enquête sur la disparition de son frère. Alors, Maître Didier Seban est avec nous, invité de cette émission. Férouz Bendouyou faisait allusion au travail considérable que vous avez fait en compagnie de Maître Corinne Herman, qui gère ces dossiers avec vous. Dites-nous en plus sur cette décision. Comment vous avez été au courant comment? Par un coup de fil, par une lettre commandée.
que nous ont adressé les juges, disant on a décidé de prendre une ordonnance de non-lieu. Je suis dans le même sentiment de colère que mes clients, même dans une colère brute. On ne peut pas accepter dans le monde d'aujourd'hui, alors que tant de juges, tant de personnes se consacrent à faire revivre des dossiers anciens inexpliqués, que des dossiers de disparition d'enfants, ce sont des enfants de 6 ans et demi et 10 ans qui ont disparu, soient considérés comme ne pouvant plus être résolus alors qu'on n'a pas travaillé dessus. C'est-à-dire qu'un procureur général nous a annoncé un jour je rouvre ces dossiers après avoir créé une cellule mineure 38 qui a fait un travail excellent. Les gendarmes se sont consacrés, on dit il y a des pistes, on peut rapprocher ces dossiers les uns les autres. Donc le procureur décide de rouvrir et puis pendant 4 ans il ne se passe plus rien. Malgré nos demandes, on demande des demandes précises, faites ci, faites ça, rien. Et puis au bout de 4 ans, on dit on classe, sans jamais avoir reçu les familles. Ça vous dites sans jamais avoir reçu les familles Non, on a demandé 100 fois que les familles soient reçues, mais on n'a pas trouvé le temps, 10 minutes, pour recevoir des parents d'enfants disparus, pour recevoir aussi Grégory Dubrulle, vous en avez parlé. Alors, oui. dans Grégory Dubrulle, c'est un survivant, c'est le seul survivant, un garçon qui a été retrouvé, il avait, je sais plus quel âge il avait, il était tout jeune. Il avait 8 ans, et il est enlevé. Alors lui, c'est très important, mais on en parlera tout à l'heure plus complètement, parce que c'est le seul qui ait pu raconter aux enquêteurs ce qui s'est passé, le piège dans lequel il est tombé, qui ressemble d'ailleurs au piège dont nous reparlera tout à l'heure Jérôme Janvier. Lui, avec Ludovic, c'est un monsieur qui dit aidez-moi à trouver mon chien, et Grégory Dubrulle, c'est quelqu'un qui dit, un automobiliste qui dit je me suis perdu, il faudrait que tu m'indiques comment sortir de cet endroit, viens dans la voiture, quoi. Et il s'est réveillé sur une décharge, dans le coma, si j'ose dire, sur une décharge dans la région, dans un état, c'était un vrai miraculé, quoi, en fait. Hein. Oui. Pardon, donc je voulais faire cette parenthèse pour qu'on comprenne, quoi. On est donc devant le mépris. Cette affaire a été fermée aussi, alors que la victime survit, quoi. Elle vient d'être fermée il y a 2 jours. Donc on a des familles qui vivent dans cette mémoire, on a des pistes qui sont données par les gendarmes ou que nous travaillons nous-mêmes, que nous proposons à la justice d'aller travailler. On a une situation qui permettrait de résoudre ces affaires, on l'espère. D'autres sont résolues dans d'autres régions de France dans des circonstances analogues, et on a un mépris, moi je dois le dire, de la justice à l'égard de ces familles, et on ne fait pas son métier, c'est-à-dire on ne cherche pas à résoudre des affaires. C'est le travail des magistrats, juges d'instruction, de chercher à résoudre les affaires les plus terribles, celles de disparition ou de tentative de meurtre sur des enfants. Alors, une question pour nous qui sommes des néophytes de la justice, vous êtes un professionnel de la justice. Quand on condamne quelqu'un en cour d'assises depuis quelque temps maintenant, la cour d'assises doit motiver sa décision et dire pourquoi on a décidé d'innocenter d'ailleurs ou de condamner quelqu'un qui passait devant les assises. Quand il y a un non-lieu là-dessus, est-ce que ce non-lieu est motivé? Est-ce qu'on vous a dit on est désolé, on a exploré toutes les pistes, on n'a pas de témoignages, on n'a pas de preuves matérielles, alors voilà, donc comme je faisais référence à cette parole, je sais pas qui l'a prononcée, en disant voilà, c'est dur, mais il faut savoir tourner la page. Oui, on l'a motivé, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a 4 ans, un procureur général décide de rouvrir en disant il y a des pistes, il faut travailler. 4 ans après, il ne s'est rien passé, on nous dit on ne peut rien faire. Donc ça, pour les familles, ça n'est pas compréhensible. Et donc, pourtant, nous avions fait des listes et des listes de demandes de choses à faire, de choses à vérifier. Il y avait des indices sérieux. On doit pouvoir trouver la vérité dans ces affaires de mineurs disparus dans l'Isère. Alors, Maître Somon, on va vous retrouver dans quelques instants. Vous restez avec nous toute l'émission. On va retrouver tout à l'heure au téléphone Férouz Bendouillou. On va entendre dans un instant Jérôme Janvier décrire ce qui s'est passé le jour de l'enlèvement de Ludovic. Et là, on va parler de l'enquête avec vous et voir justement à la fois ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, ou ce que vous auriez souhaité qu'on fasse. À tout de suite. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
On retrouve Maître Didier Seban dans un instant pour revisiter ensemble l'enquête sur l'affaire Ludovic Janvier, mais d'abord le témoignage de Jérôme. Jérôme, donc le frère aîné de Ludovic, sont des souvenirs évidemment qui sont imprimés à jamais dans la tête de ce grand frère qui était présent au moment de l'enlèvement de son petit frère. Ça s'est passé le 17 mars 1983 en banlieue, en grande banlieue de Grenoble, à Saint-Martin d'Air, et Jérôme Janvier qui se souvient de chaque seconde de cet événement, a raconté ces scènes qui le hantent toujours aujourd'hui au micro de Laure Broulard. C'est moi qui l'ai laissé partir, donc c'est assez difficile pour moi. Mon père m'avait demandé d'aller chercher des cigarettes. J'ai emmené avec moi Ludovic et Nicolas. Donc on est parti de la maison et donc on s'est dirigé au niveau du tabac. On a pris les cigarettes et de retour du tabac, donc il y avait un chariot qui traînait en fait, et puis on a mis notre petit frère dedans, on s'est amusé un petit peu, et puis ensuite j'ai coincé les doigts de mon petit frère dans un angle de mur. Donc il y a un premier monsieur qui nous a dit vous pourriez faire attention les enfants, puis voilà. Donc on a redescendu Nicolas, on a continué notre route, on a peut-être fait 20 mètres, et là il y a un monsieur qui nous attendait devant la poste, qui nous a demandé de chercher son chien loup. Et si on l'aidait à chercher son chien loup, il nous achèterait des bonbons. Comment est-ce qu'on vit après une chose pareille ? On vit pas, on survit. Moi j'ai toujours l'image de mon frère, j'ai toujours l'image de le voir partir avec le monsieur. J'ai réagi assez vite pour aller prévenir mes parents parce que je savais que je faisais une bêtise. Donc quand j'ai vu mon frère qui commençait à partir, en fait l'instinct que j'ai eu, c'est pas du tout d'aller chercher le chien loup de mon côté, c'est d'aller prévenir mes parents. Et après, donc il y a des forces de police qui se sont déployées. Et après, oui, mes parents ont averti police, gendarmerie, et en fait ils ont ratissé le secteur le soir même, quoi. Comment est-ce que s'est déroulé le début de l'enquête ? Alors le début de l'enquête, c'est les gendarmes venaient carrément me chercher à l'école pour que je puisse identifier la personne. Donc j'ai feuilleté des classeurs et des classeurs de photos pour voir si je voyais la personne qui avait enlevé mon petit frère. Voilà, donc on comprend que Jérôme Janvier, persuadé en plus, comme il nous le disait au début de l'émission, que quelqu'un a peut-être des bribes de vérité, on comprend qu'il puisse pas accepter la fermeture de l'enquête. Avant de rejoindre sa sœur Virginie dans quelques secondes, Maître Seban, là, cet homme, il a été décrit par Ludovic avait 6 ans, mais Jérôme devait en avoir 8, non, ou 7, 8, quoi. Il était effectivement le frère aîné. Il a pu voir cet homme, il a parlé avec lui, il l'a décrit aux enquêteurs. Est-ce qu'on a un portrait robot ? Est-ce que... Oui, on a les éléments pour essayer d'identifier celui qui a enlevé Ludovic. Donc il avait un casque de moto, c'est ça ? Il avait un casque de moto. Il est arrivé. Enfin, les enfants en ont déduit qu'il était à moto, mais on était malgré tout dans des circonstances où on a des éléments qui permettent de rechercher. Par exemple, nous tout bêtement, on a dit, écoutez, recherchons les agresseurs sexuels condamnés dans l'Isère sur cette période-là, et voyons ce que chacun a fait. Ça paraît tout simple, hein, rien de très compliqué. On ne l'a jamais fait. On a notamment un auteur qui a été condamné à plusieurs reprises pour des viols d'enfants, des agressions sur des enfants. On a demandé à ce qu'on compare son parcours et le fait qu'il ait pu rencontrer Ludovic, ça n'a pas été fait. Donc vous voyez, il y a des choses très très simples. Même chose, on avait retrouvé un squelette d'enfant dans une grotte dans le Vercors. On a beaucoup parlé de cette affaire et on a dit mais on va faire une comparaison ADN parce que l'ADN du petit Ludovic, on peut l'avoir avec les affaires qu'il avait, enfin ses vêtements, etc. Ça n'a pas été fait. On nous dit ce squelette serait dans les caves du tribunal, dans la salle des scellés, et puis on l'a jamais retrouvé. Et ça fait 3 ans qu'on perdu le squelette, retrouvé dans une grotte, c'est dans le Vercors, non, c'est ça. Oui. Ne serait-ce que le respect des sépultures voudrait dire que la justice devrait mettre des moyens extraordinaires pour retrouver ce squelette, pour pouvoir enterrer ce corps d'enfant qu'on avait retrouvé à l'époque, et on n'a pas pu comparer.
séparer et évidemment savoir s'il pouvait s'agir de Ludovic Janvier, refaire des recherches ADN. Donc on a, vous voyez, sur tous les plans, sur l'humanité, on n'a jamais reçu les familles. Sur le plan de l'enquête, on ne la fait pas. Et puis on nous dit, après nous avoir donné de l'espoir aux familles en disant on rouvre les dossiers, on les referme 4 ans après. Je ne peux pas m'expliquer ce degré de mépris. J'aurais vérifié un autre point, parce que je l'ai lu dans la presse, donc ça doit être vrai, mais enfin bon. Est-ce qu'il est exact que des pièces importantes aient été perdues au cours d'une inondation dans les sous-sols d'un palais de justice? Le palais de justice de Grenoble a déménagé et on ne sait pas ce qu'on a fait d'un certain nombre de scellés. Alors dans l'affaire Ludovic Janvier, malheureusement, on n'avait pas de preuves, on n'avait pas d'éléments puisqu'il a disparu. Il n'y a pas de scène de crime. Oui. Dans d'autres affaires, il y a des scènes de crime qui permettraient évidemment, en recherchant, de trouver les auteurs. On sait bien qu'aujourd'hui, on a des moyens en termes de police scientifique de retrouver les auteurs, mais finalement, on ne met pas beaucoup de moyens à chercher. Je me rappelle une chose, c'est quand on a demandé la réouverture de ces dossiers, on nous a dit ils ont disparu. Les dossiers de la justice, même pas les scellés. On nous a dit ils ont disparu. Et puis on a tellement fait de scandales qu'il a fallu qu'il y ait une inspection judiciaire. 2 jours après, on avait retrouvé les dossiers parce qu'ils avaient juste changé de numéro. D'accord. Et donc comme ils avaient changé de numéro, ils n'étaient pas classés à l'endroit où on les attendait. Donc c'est un peu de ce niveau-là, si vous voulez, la détermination avec laquelle on cherche malheureusement des meurtriers ou des enleveurs d'enfants dans l'Isère. Alors, il faut dire que la famille Janvier n'a jamais baissé les bras. La maman de Ludovic avait même fait réaliser, si mes souvenirs sont bons, l'an dernier, en 2013, un portrait vieilli de Ludovic qui aurait eu l'an dernier 36 ans. Ce portrait a été diffusé. Bon, on va revenir sur tout cela et sur les demandes que vous faites à la justice pour ne pas fermer ce dossier. Mais d'abord, je voudrais avoir le point de vue évidemment de Virginie Janvier. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes donc la sœur de Ludovic. Au moment de ce drame, de cette disparition dramatique, vous n'étiez pas sur place, hein? Non, j'étais pas présente moi. Ouais. Et on vous a pas tout dit tout de suite, je pense, parce que vous étiez petite aussi. Oui, c'est le jour de mes 5 ans, donc non. Ouais. J'ai juste entendu ma mère pleurer au téléphone et après je les ai vus à la télévision, donc ça fait un drôle d'effet quand même. Et toutes ces années, alors vous les avez passées comment? Parce que vous avez, comme toute la famille, vous avez gardé l'espoir et vous gardez encore aujourd'hui l'espoir que quelque chose puisse... D'où pourrait venir une avancée dans ce dossier? Eh ben, si la justice ferait confiance déjà à nos avocats, qu'on fait des preuves, je pense qu'on pourrait aboutir à certaines choses. Tout simplement que la justice, qu'ils fassent confiance à nos avocats. Ils ont prouvé ils ont démontré qu'ils avaient résolu quelques affaires qui étaient non élucidées depuis des années, que les gens avaient oubliées. Alors je comprends même pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, la justice nous fait ça. Enfin, déjà, ils nous ont même pas reçu rien du tout. C'est une aberrance. Oui. Ils vous ont pas reçu, c'est pas faute d'avoir demandé à être reçu, j'imagine. Ah bah oui, c'est... Ouais. On a eu beau essayer, hein. C'est comme le non-lieu, on nous le dit pas en face, on nous envoie pas de courrier, c'est pas normal. Ouais. C'est illogique tout ça. Et après, je reviens à vous, suite au début de l'émission, juste une petite question, à leur dire, comment nous peut-on tourner la page sans réponse? Oui. On ne tournera jamais la page, on n'a pas de réponse. D'autant plus que lorsque on a regroupé les dossiers, qu'on a décidé de ne pas les clore, ce que racontait tout à l'heure maître Seban, l'argument qui avait été avancé était que il n'y a pas de corps, donc il y a séquestration, et que dans le domaine de la séquestration, là c'est un point de droit, il n'y a pas de prescription, et donc on peut en tout cas, tout permet en tout cas à la justice de ne pas clore le dossier parce que c'est un crime continu. Voilà, alors c'est pour ça que nous on le comprend pas, on comprend pas leurs décisions, on comprend pas qu'ils nous reçoivent pas, qu'ils nous expliquent pas les choses. On est franchement dégoûtés. Hein. Honnêtement, il n'y a même pas d'autres mots. Hein. Écoutez, j'espère, on verra, parce que votre avocat, on en parlera tout à l'heure, a fait appel de cette décision, comme c'est toujours possible. Donc on va l'interroger là-dessus pour savoir quand la décision définitive devrait être prise. Je vous remercie beaucoup, Virginie, d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous. Une pause et on va parler de l'affaire Bendouyou dans un instant. L'heure du crime sur RTL.
Une émission spéciale de l'heure du crime consacrée à ces deux affaires, ces deux dossiers de disparition mystérieuse que la justice a décidé de classer. Donc 17 mars 1983, Ludovic Janvier, et puis 5 ans plus tard, à Bourgoin-Jallieu, 8 juillet 1987, toujours dans la banlieue, dans la région de Grenoble, une petite fille disparaît donc après avoir descendu les poubelles. On va revenir sur les circonstances de cette disparition dans un instant, mais d'abord un document de l'époque sur RTL. 3 jours après cette disparition, l'enquête est toujours n'a pas permis d'en savoir beaucoup plus, et notre correspondant dans la région, Robert Daran, faisait le point sur place pour RTL. Les recherches ont repris ce matin dès 8h avec une gigantesque battue dans les bois de Charbonnières, tout proche de la ville de Bourgoin. Parce que la battue d'hier, avec chiens policiers, hélicoptères et voitures haut-parleurs, n'a rien donné. Et plus les heures passent, plus les policiers qui ont fait hier du porte-à-porte avec la photo de la gamine auprès de plus de 1000 familles, plus les policiers sont inquiets. Parce que Sharazed a disparu depuis maintenant mercredi midi. Avec ses 4 frères et ses 6 sœurs, elle avait à midi participé au repas familial. Et à 13h, sa mère lui avait demandé de descendre la poubelle au vire d'ordures, ce qui a été fait. Mais depuis, personne ne l'a revue. Tous les bâtiments du quartier, les caves, les greniers, les garages ont été fouillés, jusque-là pour rien. Et c'est la raison pour laquelle, depuis ce matin, on ratisse la campagne alentour. Sharazed est une ravissante fillette de 10 ans, le cheveu brun crépus avec des tresses sur la nuque. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une robe jaune à bretelles avec bandes blanches et de chaussures style claquettes. Policiers et gendarmes espèrent maintenant avec impatience que d'éventuels témoins se manifestent. Voilà, 11 juillet 1987, ce document RTL de Robert Daran, donc 3 jours après la disparition de Sharazed. On va reprendre maintenant en ligne Férouz Bendouyou. Est-ce que d'abord vous pouvez faire un point sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, parce que contrairement à ce que la presse ne fonctionne qu'avec les informations qu'on lui donne, hein, vous êtes d'accord, Férouz, contrairement à ce qui a été écrit, dit, votre sœur est remontée après avoir descendu les poubelles. Donc après avoir discuté avec l'ensemble des membres de la famille, parce que je tiens quand même à préciser qu'on n'a toujours pas été auditionné, comme il avait été initialement demandé. Ouais. Il s'est avéré qu'il y a eu des témoignages qui en sont ressortis, et il semblerait que Sharazed soit remontée et soit par la suite repartie. Ouais. Donc ce qui signifierait qu'en fait elle n'est peut-être pas probablement disparue au niveau du local à poubelle. Voilà, ça c'est un point très important. Elle serait remontée pour demander à quelqu'un une carafe d'eau pour descendre à sa mère qui était en bas de l'immeuble. Ma mère était à l'extérieur. Voilà. Et on lui a demandé de se rapporter une carafe d'eau parce qu'il faisait chaud. Voilà. Et elle serait descendue pour porter cette carafe d'eau. Elle serait remontée avec la carafe d'eau vide, et on aurait des témoignages d'enfants qui l'auraient vue vers 15h, alors que jusqu'à présent on parle de 13h, l'heure de la disparition. Donc en fait, avec l'érosion des souvenirs, moi je pourrais pas vous dire précisément d'où l'intérêt de pouvoir auditionner tous les membres de la famille, tous les membres du quartier, enfin une bonne partie, et d'autres témoignages qui sont, on va dire, consignés auprès des juges, parce que bon, ce sont des témoignages qui étaient très importants, qu'ils le sont encore aujourd'hui, qu'ils le seront demain s'ils décident de rouvrir tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, Férouz Bendouyou, que la justice décide, alors déjà de ne pas clore le dossier, ça on l'a compris, mais on va parler de cet appel au non-lieu avec Maître Seban, mais si l'enquête... Pourquoi d'abord l'enquête est en panne? C'est parce qu'il n'y a plus de témoignages, il n'y a pas de... Il y a des témoignages, excusez-moi, je vous coupe. Oui, mais allez-y, ça me fatigue, ça m'épuise. C'est une perte d'énergie. Toute cette énergie positive pour trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour fermer ces dossiers, ils sont là. Ouais. Par contre... tous les témoignages ne sont pas entendus. Je ne sais pas ce qui a été fait. Hein. Maître Seban dit que les gendarmes ont beaucoup travaillé, j'en suis sûre. Par contre, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est plus ou moins avorté, parce qu'on leur donne pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir les aider. Et je ne vois pas comment on va arriver à pouvoir solutionner tous ces problèmes. Ce que je tiens aussi à dire,
et là j'insiste, parce que ça concerne vraiment tout le monde, c'est que tous ces enfants qui sont portés disparus ou qui ont été assassinés, derrière tous ces enfants, il y a un criminel. Et ce criminel-là, il est en liberté. Et ça, je cautionne pas. Donc si l'État, il veut cautionner, tant mieux. Moi, je cautionne pas. Oui. Je ne cautionne pas, je refuse d'entendre que ces enfants aient été tués ou sont portés disparus et que ce soit gratuit. C'est hors de question. Il en va de l'avenir de nos propres enfants, c'est pas possible. Je vous remercie beaucoup et vous confirmez que comme la famille Janvier, vous n'avez pas été tenu, c'est un euphémisme, au courant des avancées ou des piétinements de l'enquête. Aucunement, c'est pas faux d'avoir demandé. Même personnellement, j'ai envoyé des courriers en recommandé, je les ai appelés, je les ai harcelés. J'ai jamais été entendue. On m'a dit on va vous répondre, Madame Benduyo, on va vous répondre, on va vous recevoir. On n'a jamais été reçu, ni même mes avocats. C'est scandaleux, c'est une honte. Je vous remercie parce qu'on se met à votre place tout simplement et qu'on comprend évidemment l'état d'esprit dans lequel vous êtes, tout comme la famille de Ludovic Janvier. On fait une pause et puis avec Maître Seban, on va revenir sur les différentes hypothèses qui ont été émises à l'époque. On avait parlé de l'éventualité d'un tueur en série dans la région. Je crois que cette éventualité maintenant est un peu écartée, mais est-ce qu'on l'a pas écartée trop facilement? On va vous dire en tout cas ce que pensent les avocats de 5 des 10 familles de disparus ou d'enfants assassinés, les disparus de l'Isère. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. C'est la dernière partie de cette émission où nous revenons sur 2 affaires parmi les 10 mystères, enfin un peu moins de 10 mystères maintenant, puisque on va en parler tout de suite avec Maître Seban en ce qui concerne deux assassinats d'enfants violés et étranglés, 2 petites filles, Sarah et Saïda. Ces dernières années, c'était en 91 et en 96. Là, il y a un auteur qui a été confondu à cause de son ADN et qui a, à ma connaissance, en tout cas, avoué les meurtres. Alors, est-ce que ça veut dire que la piste qu'on a envisagée à un moment du serial killer était une fausse piste? On a reproché à la fois aux avocats et à la presse de vouloir voir des liens entre les affaires, et on vous disait circuler, laissez travailler les professionnels, c'est nous qui savons. Vous savez, d'abord, l'auteur, enfin, en tout cas l'auteur présumé, puisqu'il n'a pas été jugé et qui a été interpellé dans les affaires Sarah Sied et Saïda Berch, et on a tué 2 jeunes femmes, et ils vivaient dans la grande proximité, dans une résidence proche de chez elles. Donc, c'est déjà un tueur en série pour en avoir tué deux jeunes filles. Et puis, ça montre que les investigations n'avaient pas été au bout et qu'on peut résoudre 20 ans après des affaires, puisque Sarah Siad était morte en 91, ou en tout cas plus de 15 ans après, des affaires anciennes. Et puis, ce que disent les gendarmes et ce que nous pensons, nous, c'est que ces affaires doivent être rapprochées quelquefois 2 par 2 ou 3 par 3. Ça n'est pas forcément un seul tueur. Et donc, l'explication se trouve peut-être dans les rapprochements. Et les gendarmes ont dit que les affaires devaient être rapprochées les unes avec les autres pour pouvoir en sortir des enquêteurs criminels. Donc, nous ne savons pas, nous, ce qui est le plus grave, qu'il y ait 9 tueurs qui courent en Isère ou qu'il y en ait 2 ou 3. En tout état de cause, ça n'est pas admissible que des meurtres ou des disparitions d'enfants ne trouvent pas leur solution. Alors, par exemple, prenons une affaire dont on a vraiment parlé très rapidement, la Grégory Dubrul, que les enquêteurs ont rapproché. Alors, Grégory Dubrul, il a survécu par miracle, mais Fabrice Ladoux est un petit garçon qui était retrouvé également dans la même région, je crois au col de la Salette ou quelque chose comme ça. Un scénario très proche de ce qui s'était passé pour Grégory Dubrul. Et on sait, à travers le témoignage de Grégory, que c'est un homme qui demandait son chemin. Ça rappelle évidemment le scénario de l'affaire Ludovic Janvier aussi. Et en plus, Grégory Dubrul, vous nous apprenez que l'affaire est close, alors qu'il est encore vivant, et il a donné un descriptif de son agresseur. Je l'ai sous les yeux, je l'avais noté à l'époque. Il disait, je me souviens de son profil droit, il avait un tatouage sur le biceps, un cœur avec 2 initiales. Vous direz que des gens qui ont des tatouages, il y en a beaucoup, mais enfin, c'est un élément quand même.
C'est évidemment un élément, et ce qu'on comprend mal dans l'attitude de la justice, c'est qu'elle laisse ouvert le dossier de Fabrice Ladoux et qu'elle abandonne dans Grégory Dubrulle, alors que les gendarmes ont écrit noir sur blanc que les deux affaires devaient être rapprochées parce que il y a les mêmes traces de strangulation. Grégory Dubrulle s'en est sorti par miracle, disons-le. Il y a les mêmes coups sur la tête, et les têtes de ces deux enfants ont été fracassées. Il y a le même enlèvement. On est à Grenoble, il y a 5 ans de différence entre les deux moments. L'un avait 8 ans, l'autre 12 ans. Donc on peut vraiment penser que c'est des affaires qui doivent être rapprochées. Alors comment peut-on enquêter sur 2 affaires qui doivent être rapprochées en abandonnant une et en continuant l'enquête sur l'autre? Ça n'est pas vraiment sérieux, d'autant que cette histoire de tatouage situé à un endroit précis avec 2 initiales, un cœur, on a demandé, il existe dans certains endroits, dans certaines enquêtes, on en a retrouvé dans des enquêtes que nous avions suivies, des fichiers avec des photographies et de tatouages de personnes qui ont été impliquées dans des affaires criminelles. Criminelles. Et donc on a demandé à ce que ceci soit présenté à Grégory Dubrulle, qu'il soit réentendu complètement, calmement, qu'on lui parce qu'il a des choses à dire, notamment sur le véhicule. On avait reçu un témoignage à l'époque et il a beaucoup réfléchi depuis. Et puis on a l'impression que finalement ce que disent les familles, ce qu'elles peuvent apporter, alors que ce sont celles qui ont dans leur cœur, mais aussi dans leur qui vivent avec cette affaire au point qu'elles ont les yeux grands ouverts, ça n'intéresse pas. Et souvent, ces affaires, on arrive à les résoudre parce que on reprend le fil des témoignages de ce qu'ont dit les proches, de ceux qui ont vu. Il n'y a pas que l'ADN à faire parler. Oui, il y a ceux qui ont vu les derniers moments de la scène. Et dans Grégory Dubrulle, il a vraiment des choses parce qu'il vit avec cette histoire depuis cette agression terrible qu'il a laissée pour mort. Alors, une dernière question, Maître, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Vous faites appel de cette décision de non-lieu. Qu'est-ce que vous demandez? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Quand est-ce que la décision sera prise? Est-ce que vous avez encore d'autres possibilités de contestation d'une décision que vous refusez? D'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Férouz Benouillou voudrait avoir rendez-vous avec la garde des Sceaux, avec Madame Taubira. Oui, c'est un rendez-vous, en tout cas. Oui, c'est le garde des Sceaux qui hiérarchiquement peut demander au procureur de la République de poursuivre et de mener l'enquête. Nous attendons d'avoir ceux dont la charge est de résoudre ces affaires à nos côtés plutôt que contre nous. Et donc nous faisons appel, ce sera la cour d'appel de Grenoble qui décidera s'il y a lieu d'annuler ce non-lieu en quelque sorte. Dans combien de semaines ou dans combien de mois? Écoutez, je pense que ça sera en janvier-février. Nous espérons qu'elle décide de réouvrir ces dossiers. Mais vous savez, c'est une histoire d'hommes et de femmes, la justice. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de trouver, qui aient envie de chercher, qui aient envie de se battre pour arriver à arrêter et trouver les criminels. C'est pas ce que nous avons rencontré jusqu'ici à Grenoble. On le retrouve dans beaucoup d'autres juridictions en France. Heureusement, des magistrats décidés à trouver la solution. Ce qu'on espère, c'est qu'on rencontrera cet homme ou cette femme qui aura envie de résoudre les affaires des disparus d'Isère, et je suis sûr qu'on aura là des résultats. Merci beaucoup. C'était Maître Seban, donc qui avec Maître Corinne Herman sont chargés tous les deux de 5 des 10 dossiers de ce qu'on appelle les disparus de l'Isère. L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.